Au bout de 4 heures, le putsch s'effondre et la ville retient son souffle. Dans le vacarme des rumeurs, des communications brouillées et des tirs près du palais, un détail renverse le scénario. Des civils s'interposent, des soldats refusent d'obéir et l'élan se propage avant même qu'un décret n'existe. Alors, que dit vraiment Ibrahim Traoré quand il affirme qu'on peut tuer un homme mais pas arrêter le mouvement? Ce paradoxe nourrit la suite. Plus l'isolement diplomatique grandit, plus l'unité intérieure s'affirme. Et trois marqueurs, confiance dans l'armée, terre cultivée, participation civique, dessinent une trajectoire qui déborde le Burkina Faso et touche le Sahel. Ce récit promet une chose précise, comprendre pourquoi un échec militaire s'est mué en levier politique durable. L'enjeu est simple, mesurable et humain. Lire comment la dignité collective peut produire de la stabilité sans la peur. À partir de la tentative avortée, l'analyse ne cherche ni l'héroïsation ni la condamnation, mais les mécanismes concrets qui transforment une émotion en organisation. Il s'agit d'examiner ce que les discours extérieurs qualifient d'isolement et que l'intérieur du pays décrit comme recentrage sans confondre ferveur et efficacité. Car autour d'Ibrahim Traoré, deux récits s'affrontent déjà. L'un voit un nationalisme risqué, l'autre une réappropriation tardive. Ce qui compte ici, ce sont les coûts et les gains réels pour l'État, les entreprises locales, les citoyens et l'équilibre régional. Si la cohésion tient, elle redéfinit les règles du jeu. Si elle se fissure, le retour de la peur devient possible. La suite démontra, étape par étape, comment un basculement moral peut produire des effets politiques observables, et où se situent les lignes de fragilité que personne ne devrait ignorer. En moins de 4 heures, la tentative de renversement s'est effondrée et ce détail temporel change tout. Trois indicateurs, cités par les sources locales, structurent la bascule. Près de 78% de confiance déclarée envers les forces armées, une hausse d'environ 22% des surfaces cultivées par des coopératives et un doublement de la participation civique en moins de 18 mois. Ces chiffres ne surgissent pas dans le vide, ils éclairent un mécanisme précis où la peur cesse d'organiser les comportements. Au cœur de cette séquence, Ibrahim Traoré apparaît moins comme un centre de commandement que comme un point de cristallisation d'une énergie diffuse. La nuit du 30 septembre, rumeurs, mouvements de troupes et communications brouillées ont installé l'attente d'un scénario classique. À l'aube, les tirs près du palais semblaient confirmer la trajectoire attendue, rapide et verticale. Puis la chaîne s'est brisée au niveau le moins anticipé, la réaction populaire. Des civils se sont interposés, des soldats ont refusé des ordres et l'effet cumulatif a neutralisé la logique de la peur. Ce refus n'était pas coordonné par décret, il était partagé par intuition. C'est ici que le contexte compte. Le Burkina Faso sortait d'attaques multiples, de trahisons internes et de pressions extérieures. La survie de l'État paraissait fragile, mais l'épreuve a révélé une cohésion latente. Dans les marchés, les casernes et les mairies rurales, l'unité a cessé d'être un slogan pour devenir une pratique. Des diplomates parlent d'un effet Traoré, non pour désigner un homme, mais une dynamique qui dépasse le pays. Quand la peur s'effrite à Ouagadougou, elle se propage symboliquement vers Bamako et Niamey. Ce n'est plus seulement un épisode national, c'est un signal régional. La question ouverte depuis le début trouve ici une première réponse. Ce qui a fait tomber le putsch n'est pas une force supérieure, mais l'arrêt collectif de l'obéissance à la peur. Les premiers effets se lisent à hauteur d'homme, loin des tribunes. Dans une caserne périphérique, un jeune sergent choisit de rester immobile quand l'ordre arrive. Ce non-geste suffit à rompre la chaîne. Dans une commune rurale, un maire écoute la radio en silence et comprend que l'heure n'est plus à attendre des consignes, mais à protéger le calme local.
Sur un marché, des commerçants rouvrent plus tôt que prévu, signe minuscule d'une confiance retrouvée. Ces figures anonymes ne se connaissent pas, ne se coordonnent pas, et pourtant leurs décisions convergent. Elles produisent un impact immédiat, l'absence de panique. La peur ne disparaît pas, mais elle cesse de diriger. C'est ce basculement qui transforme une tentative de force en épreuve de légitimité. Autour d'Ibrahim Traoré, cette légitimité ne se décrète pas. Elle s'observe dans les comportements ordinaires. Les soldats saluent les civils, les écoles reprennent, les administrations locales fonctionnent sans consigne exceptionnelle. Aucun texte n'impose cette normalité. Elle s'installe par imitation. L'effet précoce est double. D'un côté, l'État évite la paralysie et gagne du temps, ressource rare dans les crises. De l'autre, la société découvre qu'elle peut maintenir l'ordre sans la peur comme carburant. Cette découverte change l'équation. Le pouvoir cesse d'être perçu comme vertical et devient relationnel. Dans les heures qui suivent, les vidéos circulent, non pour glorifier la violence, mais pour documenter le calme. La narration se renverse. Ce ne sont pas des armes qui rassurent, mais des gestes ordinaires répétés. Concrètement, quand la peur n'organise plus, la stabilité devient un produit collectif fragile mais réel. Tout commence par des signaux faibles, presque banals. Des rumeurs circulent, des mouvements de véhicules sont observés, les communications deviennent instables. Rien n'indique encore une rupture définitive, seulement une montée de tensions familières dans un pays habitué aux alertes. Cette phase initiale repose sur une hypothèse classique. Frapper vite, contrôler les points névralgiques, imposer le fait accompli. Mais l'hypothèse contient une faille invisible sur les cartes d'état-major. Elle suppose l'adhésion tacite de ceux qui regardent. Or, cette adhésion n'est plus acquise. Puis tout bascule au moment où l'événement devient visible pour tous. À l'aube, les tirs près du palais présidentiel confirment la tentative. Le scénario attendu voudrait que la peur se diffuse plus vite que l'information. Il se produit l'inverse. Les civils sortent, observent, filment. Des soldats hésitent, puis s'abstiennent. Chaque hésitation ralentit la mécanique. La peur ne s'additionne pas, elle se fragmente. C'est le point de non-retour. Le moment le plus tendu survient quand la chaîne de commandement perd sa verticalité. Des unités refusent d'avancer, non par loyauté personnelle, mais par refus du chaos. Des civils s'interposent physiquement entre les engins et les bâtiments. Cette interposition n'est pas héroïque, elle est pragmatique. Elle signale que l'espace public n'est plus disponible pour une prise de force rapide. Ibrahim Traoré apparaît alors sans mise en scène, entouré d'hommes fatigués et prononce une phrase simple filmée par un téléphone. Le message circule plus vite que les ordres. Il transforme un affrontement potentiel en épreuve morale. À cet instant, le putsch cesse d'être une bataille de position pour devenir une confrontation de récit. La fin est rapide parce que le soutien attendu ne vient pas. En moins de 4 heures, l'opération se replie sur elle-même. Il n'y a pas de victoire militaire spectaculaire, seulement un effondrement logistique et symbolique. Les marchés rouvrent, les écoles reprennent, les administrations locales fonctionnent. Ces gestes, apparemment secondaires, constituent la vraie défaite de la tentative. Ils indiquent que la société a choisi la continuité plutôt que l'alignement par la peur. Les effets retardés s'installent ensuite. Dans les jours qui suivent, le discours extérieur parle de miracle ou d'anomalie. À l'intérieur, on parle d'évidence. La tentative n'a pas affaibli le pouvoir, elle a exposé la source réelle de sa solidité. Autour d'Ibrahim Traoré, l'autorité n'est pas renforcée par la répression, mais par la retenue. Le pouvoir devient circulant, observé, discuté. La séquence complète, activation, moment de tension, retombée, révèle une transformation plus profonde. La peur a cessé d'être le moteur principal de l'ordre.
Avant la tentative avortée, la relation entre institutions et population était marquée par la défiance. Après, trois deltas mesurables indiquent un basculement durable. Un premier indicateur concerne la confiance déclarée envers les forces armées nationales, estimée à près de 78%, soit un gain d'environ 30 points en 2 ans. Ce chiffre ne mesure pas l'adhésion à un homme, mais la perception d'une armée perçue comme protectrice plutôt que coercitive. La progression est d'autant plus notable qu'elle intervient dans un contexte de menaces sécuritaires accrues, où la peur aurait dû, selon les modèles classiques, éroder la confiance. Un autre indicateur touche à l'économie réelle. La surface cultivée par des coopératives locales a augmenté d'environ 22% depuis le lancement de programmes de relance agricole. Ce delta traduit une reprise de l'activité, mais surtout un changement d'incitation. Cultiver devient un acte de stabilisation sociale, pas seulement une réponse au marché. Chaque hectare supplémentaire réduit la dépendance aux importations et renforce l'autonomie locale sans nécessiter de capitaux extérieurs massifs. La dynamique est lente mais cumulative. Un dernier indicateur est civique. La participation à des actions collectives, volontariat, projets communautaires, manifestations locales a doublé en moins de 18 mois. Ce chiffre agrège des comportements hétérogènes, mais il révèle un même moteur, la conviction que l'action individuelle compte. Dans les contextes de crise, ce type d'indice baisse généralement. Ici, il progresse. La donnée suggère que la cohésion n'est pas seulement ressentie, elle est pratiquée. Pris isolément, chacun de ces chiffres pourrait être discuté. Pris ensemble, ils dessinent une cohérence. La tentative de renversement n'a pas interrompu la trajectoire, elle l'a rendue lisible. Autour d'Ibrahim Traoré, ces données sont citées sans emphase, comme des preuves d'une dignité qu'il qualifie de mesurable. L'important n'est pas l'ampleur absolue, mais la direction. Il faut toutefois noter les limites. Les estimations restent locales, parfois fragmentaires, et ne remplacent pas des séries longues consolidées. Elles n'indiquent pas la soutenabilité à long terme ni la capacité à absorber des chocs externes majeurs. Mais leur cohérence temporelle, avant/après, réduit le risque d'un simple effet de communication. Si l'on compare la situation de départ et l'évolution observée, la question ouverte plutôt s'éclaire. Si la peur cessait d'organiser, verrait-on des comportements substitutifs? Les chiffres suggèrent que oui. Ils montrent un déplacement du moteur social, de la contrainte vers l'adhésion. Ce déplacement n'est pas spectaculaire, mais il est robuste tant qu'il est entretenu par des pratiques quotidiennes. C'est ici que la séquence rejoint l'enjeu central. La stabilité ne provient plus d'une menace crédible, mais d'une participation crédible. Une première objection, formulée depuis l'extérieur, est économique. Selon cette lecture, la cohésion observée serait émotionnelle et fragile, incapable de compenser l'isolement diplomatique, les sanctions et la raréfaction des financements. La dignité, dit-on, ne paie ni les importations ni les infrastructures. À court terme, cette critique est recevable. La croissance reste contrainte, les marges budgétaires étroites et les chocs exogènes peuvent y frapper vite. Une autre objection est politique. Elle soutient que l'unité actuelle repose trop sur un moment et un symbole et qu'elle risque de se dissoudre dès que la pression retombe. Dans ce scénario, la mobilisation serait circonstancielle, non institutionnalisée, et pourrait basculer soit dans l'apathie, soit dans une centralisation excessive du pouvoir. L'histoire régionale fournit des précédents qui nourrissent cette prudence. La réponse, fondée sur les éléments observables, ne nie pas ces risques, mais les requalifie. Sur le plan économique, les indicateurs présentés plus tôt ne prétendent pas remplacer des flux financiers manquants. Ils montrent une capacité d'adaptation endogène. L'augmentation des surfaces cultivées
et la densification des circuits locaux ne créent pas une prospérité immédiate mais réduisent la vulnérabilité. Cette réduction est un actif en période d'incertitude. Sur le plan politique, la cohésion décrite ne s'organise pas autour d'un appareil unique. Elle s'exprime par des comportements répétés, distribués, difficiles à capter par une prise de contrôle rapide. Autour d'Ibrahim Traoré, le rôle observable n'est pas celui d'un centre omnipotent, mais d'un catalyseur qui laisse l'initiative se diffuser. Cela n'élimine pas le risque de personnalisation, mais il le contraint. La synthèse est étroite. Oui, l'isolement a un coût réel. Oui, l'élan peut se tasser. Mais les données et les comportements convergent vers une même idée. La peur n'est plus l'outil dominant. Tant que cette condition tient, les objections signalent des fragilités, non une invalidation du mouvement. La bascule n'était pas militaire, elle était morale et elle s'est produite avant toute décision formelle. Ce point médian clarifie la dynamique. Ce qui a changé, ce n'est pas la capacité de coercition, mais la disposition à obéir. À partir de là, chaque événement ultérieur s'inscrit dans un cadre différent. Autour d'Ibrahim Traoré, la séquence est souvent lue comme une affirmation de souveraineté. Mais le révélateur central est ailleurs. L'échec du putsch montre que la peur ne fonctionne plus comme raccourci de gouvernance. Lorsqu'elle cesse d'être efficace, les leviers habituels perdent de leur rendement. Ce renversement modifie la lecture des alliances, des sanctions et des pressions. Ce qui paraissait décisif devient contingent. Ce qui semblait secondaire, comme les gestes quotidiens de coopération, devient stratégique. La cohésion n'est plus un slogan mobilisateur, elle devient une infrastructure invisible. Ce point médian explique aussi la vitesse de l'effondrement. Sans relais sociaux, une prise de force s'isole rapidement. Les ordres circulent mais n'atterrissent plus. Les armes existent mais ne produisent pas l'effet attendu. La révélation est inconfortable pour les observateurs extérieurs. Elle oblige à admettre que les modèles fondés sur la dissuasion et la dépendance ont une portée limitée. À ce stade, la trajectoire ne dépend pas d'une décision unique, mais d'une répétition de choix ordinaires. C'est cette répétition qui rend le mouvement difficile à inverser, tant qu'elle reste crédible et partagée. Les effets du basculement se mesurent différemment selon les acteurs, mais ils convergent vers une même transformation pratique. Pour l'État, la première conséquence est la légitimité fonctionnelle. Les institutions ne gagnent pas en puissance formelle, mais en acceptabilité. Les administrations locales opèrent dans un climat où les décisions sont observées, discutées et parfois contestées, mais rarement ignorées. La confiance accrue envers l'armée réduit le besoin d'affichage coercitif et permet une coordination plus fluide entre services. Autour d'Ibrahim Traoré, l'État agit sous contrainte sociale positive. La population attend des résultats, pas des slogans. Pour les entreprises locales, l'impact est plus discret mais tangible. L'incertitude sécuritaire n'a pas disparu. Cependant, la prévisibilité sociale s'est améliorée. Les coopératives agricoles bénéficient d'un engagement communautaire accru, ce qui sécurise la production et la distribution. Les petites industries et le commerce intérieur profitent d'un climat où la peur n'interrompt plus systématiquement l'activité. Même les investisseurs extérieurs hésitants observent un pays capable de continuité, condition minimale pour toute décision économique. Pour les citoyens, la conséquence majeure est la responsabilisation. La participation civique doublée n'est pas seulement un chiffre. Elle se traduit par des associations actives, des projets éducatifs locaux et des initiatives culturelles. Les jeunes s'engagent dans des clubs de débat, documentent les pratiques agricoles et organisent des réseaux d'entraide. Dans les zones rurales, les paysans renforcent les pratiques collectives pour sécuriser les récoltes et stabiliser les revenus. Le message porté par Ibrahim Traoré résonne ici comme un appel à l'action ordinaire plutôt qu'à l'attente d'un sauveur.
À l'échelle régionale, enfin, l'impact dépasse les frontières. Les pays voisins observent un Burkina Faso capable de résister à une tentative de déstabilisation sans recourir à une répression massive. Des alliances régionales se recomposent autour de la souveraineté partagée et de la confiance mutuelle plutôt que par l'intimidation. L'effet Traoré devient un signal. La stabilité au Sahel peut émerger d'une cohésion interne crédible. Ces quatre lectures montrent que la conséquence centrale n'est pas l'absence de risque, mais la redistribution des leviers. La peur recule comme instrument principal. La responsabilité collective avance comme condition de stabilité. C'est ce déplacement qui explique pourquoi l'épisode ne se referme pas comme une simple crise, mais comme un changement de trajectoire. À l'horizon des 6 à 12 prochains mois, la trajectoire du Burkina Faso peut être lue à travers trois scénarios distincts sans assigner de probabilité. Dans un premier temps, on peut imaginer un scénario où la dynamique actuelle se prolonge. La cohésion interne se maintient, les institutions fonctionnent sous pression mais sans rupture, et la mobilisation citoyenne reste active. Les coopératives agricoles consolident leurs acquis. Les circuits locaux continuent d'absorber une partie des chocs externes et la confiance envers l'armée demeure élevée. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré agit comme facilitateur plus que comme chef omniprésent, laissant l'initiative se diffuser. La stabilité est imparfaite mais suffisante pour éviter un retour rapide de la peur comme moteur principal. Dans une variante plus favorable, cette cohésion s'élargit. L'unité nationale inspire des mécanismes similaires dans certains pays voisins, renforçant la coopération régionale. Les initiatives locales se multiplient et gagnent en efficacité grâce à l'apprentissage collectif. La jeunesse devient un moteur d'innovation sociale, tant dans les villes que dans les campagnes. Des partenariats extérieurs, plus respectueux de la souveraineté, émergent progressivement. Dans ce cas, la dignité collective ne reste pas un discours. Elle se traduit en capacité accrue et en marge de manœuvre nouvelle. À l'inverse, un scénario plus sombre met en lumière les lignes de fragilité. Des pressions externes plus fortes ou des tensions internes mal contenues peuvent fissurer l'unité. Des acteurs opportunistes exploitent des clivages économiques ou sociaux. La peur réapparaît dans certaines zones isolées, réduisant l'efficacité des initiatives locales. Ibrahim Traoré serait alors contraint de naviguer entre diplomatie, sécurité et préservation de la cohésion, avec le risque d'une centralisation excessive du pouvoir. Quelle que soit l'issue, une recommandation de lecture s'impose. Si la cohésion repose uniquement sur l'émotion, elle s'épuise. Si elle s'ancre dans des pratiques mesurables et partagées, elle résiste mieux au choc. Le futur dépendra moins d'une décision spectaculaire que d'une répétition quotidienne de choix ordinaires, par les institutions comme par les citoyens. Pour le public, la transformation ne se lie pas uniquement à l'échelle de l'État. Elle se manifeste dans des espaces familiers où l'action individuelle retrouve un poids concret. Les jeunes perçoivent le message comme une invitation à participer plutôt qu'à attendre. Ils s'engagent dans des clubs de débat, des projets éducatifs et des initiatives culturelles qui donnent une forme pratique à la citoyenneté. Chaque activité modeste devient un exercice d'autonomie. Pour les travailleurs et les petits entrepreneurs, l'effet se traduit par une confiance relative dans la continuité. Les marchés fonctionnent sans interruption systématique. Les coopératives agricoles sécurisent mieux les récoltes et les circuits d'entraide réduisent la vulnérabilité. Cette stabilité imparfaite permet de planifier à court terme, ce qui est souvent suffisant pour maintenir l'activité. L'absence de peur, comme réflexe dominant, libère du temps et de l'énergie. Pour les communautés rurales, la dynamique est tout aussi tangible.
Les pratiques collectives renforcent la solidarité et stabilisent les revenus. Les échanges communautaires deviennent des lieux de décision et de coordination. L'engagement n'est pas idéologique, il est fonctionnel. Dans ses expériences, Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme une figure lointaine. Il est perçu comme un repère qui valide l'initiative locale sans la confisquer. Cette perception est déterminante. Elle limite la tentation de déléguer entièrement la responsabilité à un leader. Deux leviers simples émergent pour le public. Un premier levier consiste à transformer l'indignation en participation régulière. Un autre levier consiste à documenter et partager les pratiques qui fonctionnent afin de les rendre reproductibles. Ces gestes n'exigent pas de ressources exceptionnelles, ils exigent de la constance. L'impact principal est là. Quand la peur recule, la responsabilité avance. Et cette avancée redéfinit la relation entre le citoyen, l'économie locale et les institutions, bien au-delà d'un épisode politique isolé. Pour transformer l'élan observé en stabilité durable, une trajectoire opérationnelle s'impose sans ajouter de nouvelles promesses. D'abord, il s'agit de renforcer la participation citoyenne structurée. Il s'agit de soutenir les comités de quartier, les associations de jeunes et les coopératives existantes en leur donnant des objectifs simples et mesurables. Le succès ne se juge pas à l'ampleur des discours, mais au nombre de projets achevés et à leur continuité dans le temps. Ensuite, l'attention se porte sur l'économie locale. Consolider les circuits agricoles et artisanaux réduit la dépendance aux chocs externes. L'accès à la formation, à de petits financements et à des outils partagés permet d'augmenter la productivité sans centraliser le contrôle. Les indicateurs doivent-ils rester lisibles? Hectares cultivés, coopératives actives, revenus stabilisés. Chaque amélioration renforce l'autonomie collective. Enfin, il devient essentiel de travailler sur l'éducation et la communication civique. Diffuser les valeurs de responsabilité et de coopération à travers les écoles, les médias locaux et des programmes de formation renforce la transmission intergénérationnelle. L'évaluation passe par la participation et la réplicabilité des initiatives, non par leur visibilité médiatique. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré peut jouer un rôle précis et limité. Celui de facilitateur qui donne de la visibilité, arbitre sans confisquer et évite la concentration excessive du pouvoir. Cette posture réduit le risque de personnalisation et maintient la cohérence du mouvement. La réponse à la question ouverte plus tôt se précise ici. Si la cohésion repose sur des pratiques partagées et évaluées, elle survit aux crises. Si elle reste symbolique, elle s'érode. La trajectoire dépend donc moins d'un leader que de la capacité collective à maintenir ces trois axes en synchronisation. Le récit revient à ce geste presque invisible du début, un sergent immobile sur une route secondaire, un refus calme qui a brisé la chaîne. Ce motif éclaire la suite. Les transformations durables ne naissent pas toujours des tribunes, mais d'actes ordinaires répétés. Dans cette histoire, la cohésion n'est pas un moment d'enthousiasme, elle est une pratique. Au fil des semaines, ce sont ces pratiques qui tiennent. Les marchés qui rouvrent sans injonction, les écoles qui reprennent, les coopératives qui s'organisent. Elles dessinent une continuité là où l'on attendait une rupture. Autour d'Ibrahim Traoré, l'émotion initiale se transforme en responsabilité partagée. Le symbole reste, mais il cesse d'écraser l'initiative. Le rappel essentiel est là. Un pays ne se stabilise pas par la peur d'un homme, ni par la promesse d'un sauveur. Il se stabilise quand suffisamment de personnes choisissent jour après jour de ne pas céder à la panique. Cette décision collective est fragile, mais elle est réelle tant qu'elle s'incarne. Le sergent, le maire, le commerçant, l'étudiant forment une chaîne différente.
Elle ne dépend pas d'un ordre unique, elle dépend d'un accord tacite. Préserver la dignité plutôt que la soumission. C'est cette chaîne-là qui explique pourquoi l'épisode ne se referme pas comme un simple incident, mais comme une mémoire partagée. Cette trajectoire ne se conclut pas par une certitude, mais par une responsabilité partagée. Ce qui s'est joué au Burkina Faso dépasse un épisode politique et renvoie à une question plus large sur la manière dont les sociétés tiennent sous pression. L'expérience observée suggère que la stabilité ne naît pas uniquement des institutions ou des alliances, mais de la capacité collective à refuser la peur comme règle implicite. Autour d'Ibrahim Traoré, le message qui reste n'est pas un appel à l'adhésion aveugle. C'est une invitation à regarder les mécanismes ordinaires qui rendent un pays plus résilient ou plus vulnérable. Les gestes quotidiens, les choix locaux et les formes d'engagement discrets pèsent souvent plus que les déclarations spectaculaires. Pour le lecteur, l'enjeu n'est pas de juger un modèle, mais d'en extraire des questions utiles. Comment une cohésion peut-elle rester vivante sans se figer en dogme? À quelles conditions la dignité collective devient-elle une force durable plutôt qu'un moment émotionnel? Et surtout, dans des contextes différents, quelles pratiques concrètes permettent de maintenir le lien quand la peur cherche à reprendre sa place? La réflexion reste ouverte. C'est dans cet espace de dialogue, plutôt que dans une conclusion fermée, que se joue la portée réelle de cette histoire.